Alors évidemment, on a parlé attaque. Quand on pense attaque, on pense défense. Et si la technologie ne peut pas forcément toujours tout faire, est-ce qu'en revanche, on n'aurait pas la possibilité de remettre au carré une infra avec d'autres moyens? Ce sont justement les assureurs qui tentent de nous donner des options défensives supplémentaires pour maîtriser les risques. Et c'est sur ce sujet que j'ai le plaisir d'accueillir Hubert Chenu et Adrien Capret de CNC Expertise. Messieurs, la scène est à vous. Soyez les bienvenus. Bonjour. Vous avez 20 minutes. Bonjour. Adrien est-il parmi nous? Adrien va se connecter, je vois qu'il Le arrive. voici. Bonjour messieurs, bonjour Adrien. Bonjour. Je vous laisse la scène, vous avez 20 minutes. On essaye de tenir notre temps pour pouvoir aller au bout de tout ce programme absolument riche. Merci. Je vous laisse la scène. Merci. Alors bonjour à tous. Nous on va se présenter. Alors on va pas parler de technique. On est juste des experts d'assurance. On n'est pas des grosses brutes techniques comme Stéphane qui a fait une excellente intervention avant. On travaille pour un cabinet d'expertise qui est CNC. Moi, je suis expert d'assurance depuis 2012. Avant, j'ai travaillé dans le monde de l'informatique où j'ai occupé des postes à responsabilité et j'ai déployé de nombreux systèmes. Et puis, j'ai décidé de passer à autre chose et faire de l'expertise d'assurance, justement pour un sujet qui était naissant à l'époque, qui était le cyber. Je vais laisser Hubert se présenter. Donc, moi, c'est Hubert Chenu. Je suis issu du monde plus de la sécurité informatique, ancien pen tester. J'ai travaillé également dans des grands groupes bancaires, services de production. Donc, on s'occupait de configurer les différents équipements de sécurité périphérique. Et j'ai publié un petit guide de cybersécurité pour tous cette année, au mois de juin, qui est un livre de vulgarisation sur la cybersécurité pour un peu aborder la thématique. Comme disait Adrien, on va être plus tourné sur des problématiques plus haut niveau. On va rentrer beaucoup moins dans la technique. On va être un peu moins drôle aussi parce que Stéphane est quand même très très bon dans ce domaine. Mais le but, c'est de vous présenter donc l'historique et un peu tout ce qu'il y a autour du contrat d'assurance cyber pour que les gens comprennent un peu quelle est l'utilité, l'intérêt et comment c'est apparu. Je vais surtout laisser beaucoup Adrien parler parce que c'est lui qui a la maîtrise du sujet. Alors, pourquoi ça existe? Parce qu'avec le développement des attaques, les victimes ont voulu s'assurer. Pourquoi elles ont voulu s'assurer? Parce qu'en fait, c'était un risque. Et un risque, on dit souvent que c'est imprévisible. On ne sait pas quand est-ce que ça va arriver. Et on ne peut pas lutter contre. Donc, il y a une vingtaine d'années, aux États-Unis, les premiers assureurs ont commencé à proposer des contrats aux grosses entreprises parce qu'elles étaient victimes d'attaques. C'est un marché qui arrive à peine à l'équilibre. Il a été rentable en 2018. Et on se rend compte que c'est un marché important parce que l'ensemble des compagnies d'assurance avaient perçu presque on va dire presque 2 milliards de dollars de primes en 2017. Alors, un marché rentable, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, ce que vous avez payé comme sinistre reste inférieur au montant des primes. Et qu'est-ce qu'on comprend là? On comprend que pendant 20 ans, ça n'a pas été et qu'aujourd'hui, ça commence tout juste et ce n'est pas le cas en France. Alors en France, ces contrats d'assurance cyber sont arrivés en 2015. C'est un marché qui est en forte croissance, qui est en train de bouger énormément et il bouge à la suite de grosses attaques et d'entreprises qui ont été ciblées au cours de ces 2 dernières années en France. Et il y a beaucoup d'acteurs qui ont été touchés et pas des moindres. Des entreprises comme Altran, comme Bouygues, comme Airbus. Et ça a coûté très très cher aux compagnies d'assurance. On voit que le montant des primes qui a été perçu en France est dérisoire en fait par rapport au marché américain. Donc c'est un marché qui a beaucoup de potentiel, mais qui est en train de se durcir. Alors pourquoi c'est arrivé en France avec ce retard? C'est arrivé en France parce qu'en France, c'était assez tabou de dire qu'on était victime d'une attaque il y a encore 5 ans. Les compagnies, enfin les victimes n'en parlaient pas, les entreprises le cachaient. Et l'arrivée du RGPD et de la réglementation qui a été mise en place à partir de 2018 a un peu forcé le mouvement, on va dire.
Donc, ça arrivait en premier en France avec des assureurs américains comme Ace et Beazley, également des assureurs anglo-saxons qui se sont préoccupés du cyber assez tôt, comme Hiscox, qui n'est pas sur la slide. Et les autres assureurs qui sont européens, plus classiques, Allianz, AXA Zurich, Tokio Marine, ont suivi. Et ces contrats français étaient assez inspirés de ce qu'on voyait aux États-Unis, notamment sur des techniques d'attaque phreaking et PCI DSS, qui est quelque chose de très cadré aux États-Unis, qui l'est aussi en France, mais aux États-Unis, disons que ça peut coûter beaucoup plus cher. Jusqu'à 2018, les assureurs ont été assez souples dans la mesure où n'importe quelle entreprise pouvait souscrire un contrat d'assurance et on n'était pas très regardant sur le niveau de maturité en fait de la sécurité informatique au sein d'une entreprise. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas besoin de montrer patte blanche, il n'y avait pas trop de contrôle, c'était assez simple de dire bon ben voilà, moi je voudrais m'assurer et l'assureur donnait sa garantie sans trop de contrepartie. Alors ça, c'est en train de changer, le vent est en train de tourner depuis 2018. Parce que les assureurs ont payé beaucoup, et ils ont payé beaucoup sur des gros sinistres comme par exemple Altran ou Bouygues, et on se rend compte que eh bien, pour payer des sinistres, il faut des capacités, et ces capacités ne sont pas inépuisables, d'une part, et d'autre part, on constate aussi qu'il y a une augmentation de la maturité, en fait, de la maturité technique et de la connaissance technique dans les compagnies, au sein des compagnies d'assurance. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver dans un contrat d'assurance cyber? On va trouver des garanties d'assistance à la gestion de crise, qui sont des garanties dans lesquelles l'assureur propose d'accompagner et d'aider la victime et l'entreprise qui est la cible d'une attaque. On va trouver des garanties dommages qui sont des garanties assez classiques, on va y revenir après. Également des garanties de responsabilité civile. Alors ça, ce serait par exemple les dommages que je vais causer à un tiers. Si par exemple, lors d'un échange de flux, bien, je viens casser le système d'information d'un de mes fournisseurs ou d'un de mes clients, il peut se retourner contre moi et donc là, je vais faire jouer ma responsabilité civile. On va trouver également un volet fraude. Alors souvent, les garanties fraude sont des garanties qui sont séparées, mais on les voit de plus en plus attachées au contrat cyber et même souvent maintenant on a des contrats qui combinent les deux, qui sont des contrats cyberfraude, puisque la fraude, même si elle existait avant le cyber, s'appuie de plus en plus sur les techniques cyber. Alors la garantie à la gestion de crise, c'est une garantie qui est assez nouvelle et en fait elle consiste à mettre en relation la victime avec différents prestataires et différentes ressources. Ce sont des ressources techniques qui vont faire du forensique, qui vont reconstruire le système d'information. Ce sont également des ressources juridiques qui sont spécialisées et qui ont une très bonne connaissance du RGPD et des responsabilités et on va dire des risques qui peuvent être eux-mêmes des risques pour les mandataires sociaux des entreprises, même en cas d'attaque cyber. Et on va trouver également des ressources en communication de crise, puisque la manière dont on présente la chose, est-ce que j'ai été victime ou est-ce que j'ai réussi à repousser une attaque, c'est aussi le scénario est le même, j'ai subi une attaque, mais la manière dont on présente et qu'on communique quand on est un grand groupe à la suite d'une attaque cyber a son importance pour l'image et donc à terme pour les ventes et la pérennité du groupe. Et donc, dans le cadre de ces garanties d'assistance à la gestion de crise, on va trouver des prestataires, des gens compétents, des sociétés comme Tetris, comme Exatrack, qui peuvent être amenés à intervenir. Alors, pourquoi c'est important de parler d'assurance quand on parle de cyber? Parce qu'aujourd'hui, le premier réflexe d'un risk manager lorsqu'il est au courant d'une attaque cyber, c'est d'appeler son assureur. Et ça, c'est quelque chose qu'on constate de plus en plus. Donc, l'assureur est au courant très, très rapidement d'une attaque cyber. Et pour inciter, en fait, le service qu'il propose,
il a une promesse dans son contrat qui est de ne pas appliquer de franchise pendant X heures. Alors, ça va se jouer en nombre de jours. Et pourquoi il fait ça? Alors, il fait ça effectivement pour qu'on aille utiliser des prestataires compétents dès le début, mais il fait ça aussi avec une logique économique en se disant que plus tôt c'est traité, plus basse sera la facture et donc l'indemnité que je devrais payer à la fin du sinistre. Voilà. Donc les garanties qui sont souscrites sont assez classiques. On va trouver tout ce qui couvre les frais d'expert informatique, les frais juridiques, les frais de notification, les frais qui concernent la restauration, la reconstruction des données et du SI, la décontamination, le secours, c'est-à-dire que moi, si j'ai besoin d'avoir, dans le cas de monter rapidement une infrastructure, et ben ça c'est couvert parce que ça va me permettre de sauvegarder mon activité et donc de limiter ma perte d'exploitation, qui est également une garantie qu'on trouve dans les contrats. Donc tout ça, ce sont des choses qu'on va retrouver dans des couvertures cyber. Et on va retrouver également tout ce qui est le volet perte financière, sachant que ces pertes peuvent être limitées dans le temps. C'est-à-dire qu'un assureur va vous dire: je couvre votre perte d'exploitation à la suite d'un incident cyber garanti, mais pendant 6 mois, pendant 3 mois, voilà, ça c'est quelque chose qui se discute lors de la mise en place du contrat. De même, si une entreprise victime ou qui a causé des dommages à un tiers de manière involontaire est recherchée, eh bien, les contrats peuvent couvrir les enquêtes et les pénalités qui pourraient être prononcées par une autorité. Je pense qu'il y a une petite précision à apporter, Adrien, si tu peux expliquer aux gens la perte d'exploitation qui est différente du fait d'avoir des gens qui ne travaillent pas, par exemple. Oui, alors la perte d'exploitation, en fait, dans un contrat d'assurance, c'est la perte de marge brute. C'est-à-dire que l'assureur ne va pas prendre en charge les salaires des gens. C'est-à-dire que si, à la suite d'une attaque, une entreprise se retrouve avec un certain nombre de collaborateurs inactifs, les salaires qui sont des charges fixes auraient été payés d'une manière ou d'une autre en l'absence de sinistre, et donc une compagnie d'assurance ne va pas prendre en charge ces salaires. En revanche, si une entreprise mobilise une part de ses équipes informatiques et que ces équipes informatiques sont amenées à travailler à la reconstruction, à la restauration du système d'information, eh bien cela peut être considéré par une compagnie d'assurance parce que c'est du dommage. C'est souvent un point d'achoppement et un point de discussion lors du règlement des dossiers. Alors, l'avenir des contrats cyber est quelque chose d'important, puisque aujourd'hui, en France, ce marché est très récent. En revanche, aujourd'hui, en ce moment, il est dans la tourmente. Il est dans la tourmente parce qu'il n'y a plus vraiment de capacité. Et on est en fin d'année, donc on est en fin de renouvellement de contrats d'assurance. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a beaucoup d'assureurs qui résilient, qui ne renouvellent pas des contrats, qui disent c'est terminé, moi je vous assure plus sur le cyber, donc qui sont en train de délester leur portefeuille. D'autres assureurs qui disent écoutez, moi je veux bien vous garder, mais la prime je la double, c'est 2 fois plus cher. Parce que ce risque n'est pas rentable pour moi. Donc c'est un marché qui est en train de payer en fait les conséquences d'une guerre en fait entre les compagnies pour acquérir un maximum de parts. Et donc après avoir ouvert les bras à tout type de compagnies de risques, aujourd'hui ils sont en train de refermer ça et ils sont en train en interne de mettre l'accent sur la prévention,
de recruter des ingénieurs. Je fais souvent l'analogie avec un entrepôt. Lorsque vous avez un préventionniste qui passe dans un entrepôt, il va le visiter et il va dire, bah là, vous pouvez rajouter un détecteur incendie, là, vous pouvez rajouter une lance. Donc, il va pouvoir visiter l'entrepôt, le hangar, et dire il manque ceci, il manque cela sur la sécurité. Dans un système d'information, c'est beaucoup plus complexe à faire. Les préventionnistes dans les compagnies d'assurance n'ont pas tous le niveau, même si c'est en train de changer. Et ce qu'on voit, c'est qu'ils sont en train vraiment de durcir ce point-là. Autre chose, c'est qu'aujourd'hui, le marché français s'est largement inspiré du marché américain. Et un des points, alors on parlait d'innovation en début de conférence, et c'était très intéressant. Un des points, c'est de mettre en place une réponse souveraine avec des acteurs français. Et ça, c'est également une attente du marché, une attente des grosses entreprises qui n'aiment pas nécessairement ou qui ne peuvent pas toujours se permettre de voir un acteur anglo-saxon ou étranger rentrer dans leurs locaux, rentrer dans leur système d'information pour faire une réponse à un incident. Et enfin, le dernier point, c'est la mise en place de normes communes. Il y en a une, c'est l'APSAD D32. L'APSAD, c'est l'Assemblée plénière des sociétés d'assurance, qui est en train de se mettre en place, mais également pour que les assureurs puissent avoir, on va dire, la même compréhension, la même grille de lecture du risque. Nous pensons qu'il est intéressant d'avoir des normes communes et des référentiels partagés pour qu'on puisse transférer un risque d'une compagnie d'assurance à une autre. Adrien, on a une petite question sélectionnée donc de Valérie. Oui. Valérie qui nous demande si ce sont les assureurs qui recommandent à leurs clients, en cas d'attaque, notamment de ransomware, de noyer le poisson en parlant vaguement de cyberattaque. Alors non, je pense que si elles font ça, je pense qu'elles vont être très très mal. Lorsqu'on est victime d'une attaque quelle qu'elle soit, il faut prévenir la CNIL. L'assureur ne veut pas se mettre en défaut. Il peut proposer les services de cabinets compétents en communication de crise, mais non. En tout cas, nous, c'est pas ce qu'on leur recommande. Il faut être assez transparent et proactif quand on est victime d'une attaque. Non. Elle ne recommande pas de noyer le poisson, au contraire. Parce que mettre à disposition des sociétés, des cabinets d'avocats en fait, qui assistent les entreprises dans tout ce qui est déclaration auprès de la CNIL, déclaration auprès des autorités de police, qui font partie du processus naturel aujourd'hui de la gestion d'un sinistre et donc a fortiori de la gestion d'un sinistre cyber. Oui, d'accord, très bien. Merci beaucoup.